Tu veux t'acheter une propriété immobilière, peut-être même ta première cette année ou dans les prochaines années. Tu sais que l'achat d'une propriété immobilière peut avoir des grandes conséquences sur le reste de ta vie. Voici une vidéo où je te partage les 5 erreurs importantes à éviter lors d'un achat immobilier. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Rémy, je suis courtier immobilier dans les Laurentides, anciennement inspecteur en bâtiment, et aujourd'hui j'avais envie de discuter avec vous les principales erreurs à éviter lorsqu'on a un projet immobilier. Évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans la section commentaires sous la vidéo, ou sinon vous pouvez aussi entrer directement en contact avec moi, toutes mes informations sont dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me contacter et ça va me faire plaisir. Première erreur à éviter, ne pas avoir un budget clair et concis. Ok? La plupart du temps, les gens ils se disent, surtout pour des premiers acheteurs, ils se disent ah ben je suis préqualifié à tel montant, mais je veux pas, je suis préqualifié jusqu'à 300 000 $, mais moi je veux acheter à 250 000. C'est déjà bon de se garder une marge de manœuvre parce qu'on veut pas se ramasser à un point où est-ce que on n'a plus de marge de manœuvre. Mais il y a d'autres choses à prendre en considération quand vous faites votre budget parce que dépendamment de l'endroit que vous magasinez, dépendamment de la propriété, vous allez avoir différentes dépenses à prendre en compte. Par exemple, si vous allez dans un coin plus rural, ben, il va falloir prendre en compte, ce serait intelligent de prendre en compte que vos déplacements vont vous coûter plus cher puis vous allez dépenser aussi plus pour votre taux. Autre chose à prendre en compte, évidemment, c'est ça. Je commence par le début. Il y a la mise de fonds et le prêt hypothécaire que vous êtes prêt à assumer. Là-dessus, moi je vous recommande d'ajouter un 1% de la valeur marchande de la propriété par année en frais d'entretien et rénovation. Ça veut dire que pour une propriété de 300 000 $, ça serait bon de mettre 3 000 $ de côté qui équivaut à presque 300 $ par mois parce que même si vous n'allez pas concrètement dépenser chaque mois 300 $ sur votre propriété, au fil des années, il y a des thermos de fenêtres à changer, il y a de la peinture à refaire, il y a de l'entretien du revêtement extérieur, changer le chauffe-eau, changer la toiture. C'est toutes des choses que c'est difficile dans le court terme de prendre en compte, mais qu'on veut pouvoir planifier. Puis, surtout dans les propriétés, à un prix inférieur, dans une gamme de prix inférieure au prix moyen des propriétés. Fait que tout ce qui est en bas de 400 000 $, il va y avoir plus de travaux à faire, c'est évident, c'est certain. Puis aussi, plus que la propriété est grande, plus que les coûts d'entretien sont grands. Donc, c'est pour ça que 1%, c'est quand même une bonne marge de manœuvre à prendre en compte dans votre budget si vous voulez que votre propriété ne devienne pas une prison. OK? L'autre chose à prendre en compte, surtout quand vous allez définir votre mise de fonds, c'est si vous voulez payer ou non une prime SCHL. C'est une prime d'assurance hypothécaire qui vient protéger les banques qui vous prêtent de l'argent. Puis ça, vous avez à payer cette prime-là lorsque vous mettez une mise de fonds inférieure à 20% de la propriété. C'est sûr que 20% de mise de fonds, c'est un petit peu difficile à accumuler pour un premier achat, mais sachez qu'il y a quand même des économies intéressantes à faire lorsqu'on est capable de faire une mise de fonds de 20%. Déjà, à la base, vous allez payer moins d'intérêt sur votre hypothèque en ayant moins de capital d'emprunter et vous allez avoir une proportion. La prime SCHL, ça varie d'un prêt à un autre, là, mais on parle d'environ 3% du prix d'achat, qui est quand même non négligeable. D'autres choses à considérer, ça va être les coûts d'électricité. Quand vous êtes pour préparer des visites, surtout des maisons vieilles, c'est un bon red flag à avoir. Vous pouvez aller sur le site d'Hydro-Québec, estimation des coûts de frais énergétiques, puis ça va se baser sur les 12 derniers mois de la propriété. Fait que vous mettez l'adresse de la propriété avec le numéro d'adresse de la propriété avec son numéro, son code postal. Vous allez avoir un estimé des frais que la propriété génère. Ce que vous allez vous rendre compte, c'est que les propriétés plus anciennes, avant 1990, avant 1980, souvent sont faites avec des murs en 2x4 au lieu des murs en 2x6, ce qui fait qu'il y a environ 30% moins d'isolation. Puis on le voit, la répercussion de ça dans les frais d'électricité qui sont principalement des frais de chauffage. Même chose pour l'entretoit. L'entretoit, c'est une section qui est plus facile, elle, à ajouter de l'isolant pour économiser sur les coûts, mais encore là, ça devient des frais d'entretien. Donc, évidemment, les propriétés plus vieilles, les types de construction qui demandent plus d'entretien souvent coûtent moins cher à l'achat, mais plus cher
d'entretien versus une propriété qui peut coûter plus cher à l'achat, généralement demande moins d'entretien, les propriétés plus récentes. L'autre chose à inclure dans votre budget, c'est les coûts d'assurance. Dépendamment des assurances, ça peut coûter cher, surtout que dans les dernières années, il y a quand même eu une forte augmentation des coûts avec les assurances. Fait que c'est bon de pouvoir peut-être lâcher quelques coups de fil pour avoir certains estimés pour savoir à la base quelles assurances vous allez prioriser quand vous allez acheter votre maison, puis savoir à quel montant exactement vous attendre. Parce que souvent, les gens, quand ils magasinent, ils vont avoir peur déjà en partant, c'est une grosse décision, c'est des grosses dépenses. Puis là, plus qu'il y a de flou, si on ne sait pas combien qu'on va payer en taxes, si on ne sait pas combien qu'on va payer en taxes de bienvenue, les assurances, mais ça fait juste créer de l'anxiété juste parce qu'il y a plus d'inconnus. Fait qu'allez, si vous voulez bien vous préparer, allez chercher le plus d'informations à la base. Puis moi, je vous recommande un courtier d'assurance ou d'en parler à votre entourage pour essayer d'aller chercher la meilleure assurance pour vous côté qualité-prix. Finalement, dans votre budget, il va falloir déterminer un budget de frais de transaction. Parce que oui, là, vous avez évalué vos coûts de propriété, c'est-à-dire votre électricité, les assurances de la propriété, les taxes municipales, évidemment. Mais il y a aussi les frais reliés à la transaction qu'il va falloir prendre en compte, qui fait souvent compétition aux frais, qui fait souvent compétition à la mise de fonds. Dans ces frais-là, on parle des coûts de déménagement. Souvent, ça tourne aux alentours de 1 000 $. On parle des coûts de notaire, qui sont aux alentours de 1 600 à 1 800 $. La prime SCHL, mais la prime SCHL, elle, ça c'est l'assurance hypothécaire. Ça, c'est ajouté sur votre prêt hypothécaire. Fait que vous ne le payez pas dans l'immédiat, mais c'est ajouté dans l'immédiat à votre prêt hypothécaire. Parfois, la banque va demander une évaluation de la propriété, puis ça aussi, c'est des coûts additionnels. On parle 300 à 600 $, dépendamment de la propriété. Le gros morceau à prévoir, c'est les taxes de bienvenue. Les taxes de bienvenue, aussi appelées les droits de mutation, on pense que c'est les taxes de bienvenue parce que la ville te dit « Bienvenue, donne-moi ton argent », mais en réalité, c'est parce que c'était un ministre dont le nom de famille était Bienvenu qui avait installé cette nouvelle taxe-là dans le but de trouver une nouvelle source de revenus pour financer les municipalités. Donc, les droits de mutation, en moyenne, on pourrait dire qu'ils tournent de 1 à 1,5% de la valeur de la propriété, mais ça va être payable tout de suite quand vous achetez. Ou en réalité, vous allez recevoir la facture de la ville, puis vous allez devoir payer ça 1 à 2 mois après être devenu propriétaire. Donc, c'est important de prévoir ça dans votre budget. C'est quand même un gros morceau. Puis si vous voulez vous faire une idée précise de ce que vous allez avoir à payer, il y a plusieurs sources sur Internet où est-ce que vous pouvez aller écrire calcul de taxes de bienvenue. Puis là, vous pouvez mettre la ville où vous comptez acheter, le montant de l'achat. Ça va vous sortir un estimé de ce que vous pouvez vous attendre comme frais de taxes de bienvenue. Donc, voilà ce qui était pour le budget. C'est vraiment important de bien se préparer, d'avoir une idée la plus claire possible parce que c'est une grosse décision financière d'acheter. Donc, quand on met tout ensemble, tout en compte, parfois, il va falloir revoir nos attentes à la baisse par rapport à ce qu'on peut s'acheter. Mais l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir acheter ce qui est vraiment le plus avantageux pour vous, le plus optimal. Puis le plus tôt vous achetez, le plus tôt dans le futur, vous allez pouvoir vendre et acheter une autre propriété qui va correspondre plus à votre propriété de rêve. Bon, c'est sûr, ce message-là s'adresse un petit peu plus aux premiers acheteurs, mais quand même, c'est à prendre en compte. Deuxième erreur à éviter, c'est important de vous préparer à l'avance pour votre capacité d'achat. Fait qu'on vient de parler du budget. Il y a des gens qui ne se préparent pas financièrement, c'est-à-dire ils commencent à magasiner avant même de savoir s'ils sont capables d'acheter ce qu'ils regardent. Puis ça, c'est pas bon pour personne parce que là, vous contactez des vendeurs, vous contactez des courtiers, vous aussi, vous passez du temps à rechercher, mais en réalité, vous perdez votre temps puis vous faites perdre le temps à tout le monde si ce que vous regardez, vous n'êtes même pas capable de l'acheter. Fait que c'est une étape vraiment importante, c'est d'aller
consulter soit des gens dans des institutions bancaires, des directeurs de prêts hypothécaires, soit directement des courtiers hypothécaires. Ça, c'est ce que je recommanderais personnellement. Parce qu'un courtier hypothécaire, son rôle va être de trouver le meilleur prêt pour vous. Fait que, évidemment, généralement, ça tourne autour d'un taux intérêt. On veut le meilleur taux possible. Mais dépendamment de votre profil, vous êtes capable d'aller chercher des meilleurs prêts. Il y a des conditions vraiment, ça peut être quand même complexe. Il y a des gens qui gagnent leur vie à faire ça. Puis moi, je vous encourage à entrer en contact avec eux si jamais vous êtes à une étape d'élaboration d'un projet immobilier, parce que c'est fondamental que vous sachiez exactement c'est quoi votre capacité d'emprunt. Puis ça, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, puis il y a des professionnels qui sont là pour vous aider pour ça. Puis si jamais vous voulez des références, évidemment, vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider. Troisième erreur à éviter, ne pas clarifier clairement et précisément vos attentes, vos besoins, vos désirs. Des fois, les gens ils se disent « Ben moi, je veux une maison, moins de 400 000, puis là, ça part à chercher. » C'est pas que c'est mauvais. Moi, je pense que c'est toujours bon de viser des buts, avoir des objectifs. Peu importe, on a le droit de changer les objectifs en temps et lieu. Mais l'important dans la vie, c'est de se mettre en mouvement puis c'est de viser des choses. Mais justement, quand on vise, c'est mieux d'être le plus précis possible parce que c'est comme ça qu'on sait qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Si on vise quelque chose de vague, ben on n'aura pas de feedback clair. Quand on vise des choses précises, on sait clairement qu'est-ce qu'il faut adapter en temps et lieu. Fait que, quand je parle d'identifier clairement les besoins puis les priorités, c'est que moi, je vous encourage à faire un brainstorm. Puis souvent, c'est des décisions. L'achat d'une propriété, souvent, ça se fait en couple. Souvent, c'est de faire un brainstorm. C'est quoi qui est important pour vous? C'est quoi que vous cherchez dans une propriété? C'est quoi qui est essentiel? C'est quoi que vous aimeriez, mais que c'est pas obligé? C'est quoi que vous voulez pas? C'est des choses importantes à prendre en compte. Vous pouvez aussi ajouter combien de temps vous comptez passer dans la prochaine propriété. Est-ce que c'est pour un minimum de 5 ans, un minimum de 10 ans, un minimum de 15 ans, 20 ans? Ça va faire une différence sur la durée de temps que vous devrez vous laisser pour trouver la propriété en question. Fait que je pense que c'est bon, dans le premier lieu, faire un brainstorm, de juste écrire les choses que vous aimez, auxquelles vous pensez. À la suite de ça, vous pouvez peut-être les ordonner, puis peut-être choisir les plus importantes, les 2 choses prioritaires. Comme ça va vous permettre de vraiment orienter clairement votre recherche, puis vous allez avoir plus de chances de trouver une propriété qui correspond à vos besoins, parce qu'en ayant des critères clairs, vous allez pouvoir enlever le bruit, puis vous allez pouvoir vraiment savoir clairement quand une propriété va répondre à ces critères-là. Ça va être plus facile de prendre la décision d'aller de l'avant. D'autres exemples de critères que vous pouvez prendre en compte. Il y a la superficie de terrain. Est-ce que pour vous, le terrain a besoin d'être plat ou il faut qu'il soit en pente? Est-ce que vous voulez qu'il soit intime? Est-ce que c'est correct s'il y a des voisins? Le nombre de chambres que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin d'un sous-sol? Est-ce que le nombre de chambres, c'est pas grave tant que vous êtes capable d'en ajouter? Est-ce qu'il y a des travaux à faire? Est-ce qu'il y a des travaux à prévoir? Des fois, il y a des travaux à faire dans l'immédiat, mais peut-être que vous voulez rien savoir de rien faire, ou peut-être que, au contraire, vous seriez content d'apprendre à faire quelques rénovations, donc une salle de bain un peu obsolète. Pour vous, ça fait quasiment votre affaire parce que vous pouvez acheter à un prix inférieur puis la transformer pour la mettre exactement à votre goût. Dans ce temps-là, vous pouvez penser par contre, OK, quel type de pièce qu'on veut ou quel type de superficie de maison? Est-ce que vous voulez plusieurs étages? Les commodités à proximité, est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait des écoles, un village actif? À combien de temps de l'autoroute vous voulez être? Est-ce que vous voulez des forêts ou des parcs proches? Est-ce que vous voulez des lacs proches? Est-ce que vous voulez que ce soit un milieu familial? Le type de construction, comme j'ai dit tantôt, plus que c'est vieux, moins ça coûte cher, mais plus que c'est dur en entretien, plus que c'est récent, plus ça va coûter cher, mais plus vous allez pouvoir avoir une paix d'esprit et investir votre temps et votre argent ailleurs que votre propriété une fois que celle-ci sera achetée. Le voisinage a l'air de quoi? Le climat a l'air de quoi? Ici, dans les Laurentides, il y a quand même des bonnes différences de climat, plus qu'on monte dans le nord. Juste entre Sainte-Marguerite et Sainte-Adèle, c'est 10 minutes de différence, mais on a un 2 degrés Celsius pratiquement constant de différence, ce qui fait que l'hiver dure pratiquement un mois de plus.
C'est des choses à prendre en compte. Si pour vous, l'hiver, c'est votre saison préférée, peut-être magasiner dans des secteurs où est-ce que l'altitude est un peu plus élevée que le reste. Une autre chose à prendre en compte, l'orientation du soleil. Moi, je trouve personnellement, je suis un gars de soleil, je suis un gars d'été, fait avoir une maison qui a beaucoup de soleil qui rentre à l'intérieur, dépendamment de son orientation, ou un terrain qui favorise l'ensoleillement, ben pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà certains critères. J'espère que ça vous aide à clarifier. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez me contacter puis on peut en parler ensemble. Des fois, c'est plus facile de discuter avec quelqu'un que de faire ça tout seul dans sa tête. Puis surtout qu'on ne fait pas ça à tous les jours. Donc, je vous invite à entrer en contact avec moi. Ce qui m'amène au 4e point, travailler sans courtier. Travailler sans courtier, je trouve que c'est une grave erreur pour des acheteurs parce que déjà en partant, la majorité du temps, une bonne majorité du temps, la commission des courtiers collaborateurs, les courtiers acheteurs qu'on appelle les courtiers collaborateurs, la majorité du temps, la commission est payée par le vendeur. La majorité du temps, c'est le vendeur qui assume la commission. Ce qui est un peu ambigu parce qu'en réalité, c'est aussi l'acheteur qui paye la commission dans le sens où est-ce que s'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vente. Donc, c'est un peu les deux qui payent, mais dans le contrat de courtage des vendeurs, ils s'entendent à payer un montant de commission qui va s'en aller autant à son courtier vendeur qu'au courtier acheteur. Fait qu'un acheteur qui veut pas faire affaire avec un courtier, inévitablement va quand même faire affaire avec un courtier, mais il va faire affaire avec le courtier du vendeur qui, lui, travaille pour le vendeur. Donc, il a tout intérêt à avoir les meilleures conditions possibles pour son vendeur. Tandis qu'un courtier qui travaille pour vous va représenter vos intérêts, puis va devoir se battre pour vos intérêts. Mais aussi, il faut comprendre que aujourd'hui, dans les dernières années, l'OASIC, l'organisme qui régit les courtiers pour protéger le public, a mis en place plusieurs nouveaux règlements. Puis dans ces règlements-là, il y a une nouvelle loi qui est passée qui oblige les courtiers à signer des contrats avec les acheteurs pour officialiser le fait que c'est vos intérêts qu'ils représentent. Puis ça a comme conséquence que si jamais vous travaillez avec un courtier, vous n'avez pas de contrat acheteur avec lui, il n'a théoriquement même pas le droit de vous conseiller. Il est juste là pour remplir les papiers, puis aux yeux de la loi, il travaille aussi pour le vendeur. Fait que c'est important de faire affaire. C'est un peu nébuleux là, comme notion parce que ça a ses côtés un petit peu encombrants comme loi. Surtout parce que ça fait des années, pendant de longues années, on faisait affaire d'une certaine façon. Là, on essaie d'instaurer certains changements. Mais grosso modo, vous avez tout à gagner à travailler avec un courtier qui vous représente vous. D'autres points par rapport à ça, c'est qu'un courtier acheteur, non seulement il vous coûte rien la plupart du temps. Ensuite de ça, il va connaître le marché. Fait que non seulement il va pouvoir connaître puis vous aider avec une recherche spécifiquement adaptée à vous, des recherches automatisées qui font que vous êtes les premiers avertis lorsqu'une nouvelle propriété qui correspond à vos critères arrive sur le marché, mais en plus, ils ont une connaissance du marché local, fait qu'ils peuvent vous donner une opinion vraiment solide sur chaque propriété qui vous intéresse versus la famille ou les amis qui souvent ont des opinions à donner, mais qui ne connaissent pas le marché comme un courtier le connaît, puis qui peut souvent vous créer plus de confusion que d'éclaircissement. Un courtier qui travaille pour vous va pouvoir négocier à votre place, il va pouvoir absorber une grande partie du stress à votre place. Puis je pense que ça, c'est un des rôles un peu qui passe inaperçu, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions reliées à des transactions immobilières. C'est des gros montants, mais c'est plus que de l'argent. C'est une grosse transition. C'est des énormes transitions que de changer d'habitation. Fait que ça vient avec un grand lot d'émotions. Puis ces deux parties, les vendeurs, les acheteurs, qui veulent naturellement le meilleur pour les intérêts. Fait qu'évidemment, un vendeur voudrait tout le temps un petit peu plus pour lui, puis l'acheteur aussi voudrait tout le temps un petit peu plus pour lui et payer un petit peu moins, puis lui, il veut vendre un petit peu plus cher. Ça, c'est normal. Mais imaginez comment c'est difficile quand c'est des projets tellement importants comme ça de se rejoindre. Fait que les courtiers, c'est beaucoup ça notre rôle, c'est d'être un peu un tampon là-dedans, de pouvoir aider tout le monde à se parler puis à se communiquer
respectueusement, puis à négocier, puis à avoir le meilleur de vos intérêts. Puis c'est sûr qu'il y a un rôle lié à l'expérience. Vous magasinez une maison une fois aux 10 ans. Un courtier va magasiner une maison à chaque jour. Fait que des négociations, on est habitué, on a de l'expérience, on sait quoi faire, on sait quoi pas faire pour favoriser vos intérêts. Un autre gros avantage de travailler avec un courtier, c'est qu'on a des systèmes exclusifs aux courtiers, non seulement pour avoir accès à de l'information privilégiée par rapport aux propriétés recherchées, mais aussi on est capable d'entrer en contact directement avec les collaborateurs qui ont l'obligation de nous répondre. Et puis, ça permet de pouvoir organiser les visites d'une manière structurée, d'une manière efficace pour maximiser l'utilisation du temps. Parce que c'est bien beau visiter des maisons une fois de temps en temps, mais quand vous êtes sérieux, vous allez vouloir en visiter 3, 4, 5 par semaine quand vos critères sont larges. Tu sais. Puis quand on visite autant de maisons, ben, on veut des réponses rapidement. On ne veut pas envoyer une demande de visite, relancer le courtier. Des fois, ça peut prendre 2 jours avant de se faire répondre, mais qu'est-ce qui arrive si vous voulez visiter aujourd'hui ou demain? Donc, qu'est-ce qui arrive si vous voulez visiter demain 2, 3 maisons, puis que vous avez juste 3 heures pour visiter? C'est du stress, là. Vous avez votre famille à vous occuper, vous avez votre travail à vous occuper. Fait qu'un courtier va pouvoir s'occuper de tout organiser ça, puis de simplement vous donner des comptes rendus, vous donner des cues, mais ça va être sa job, puis vous n'avez pas à le payer aucunement rien tant qu'il n'y aura pas un résultat concret d'arrivée. Donc, je trouve que moi, je suis vendu. Finalement, un courtier qui vous représente va pouvoir vous appuyer à chaque étape. Donc, va pouvoir vous donner des références, des conseils pour chaque expert nécessaire en temps et lieu. Que ce soit le notaire, que ce soit pour votre financement, que ce soit des fois pour des inspections d'installations septiques, des inspections de bâtiments. Puis, quand on va faire l'inspection, je vous encourage, j'ai fait une vidéo que vous avez accès en cliquant sur la bulle ici. J'ai fait une vidéo qui présente quoi s'attendre d'une inspection en bâtiment parce que c'est beaucoup d'anxiété, beaucoup d'émotions négatives aussi qu'on peut s'attendre lors d'une inspection en bâtiment parce que le professionnel qu'on engage est là pour nous trouver des problèmes tout simplement. Puis dépendamment à qui on a affaire comme inspecteur, certains vont rendre la situation plus dramatique qu'elle l'est en réalité. Mais vous, sans facteur comparatif, comment vous allez pouvoir faire pour savoir? C'est là qu'il est avantageux de travailler avec un courtier de confiance parce que lui va pouvoir vous dire qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est dans toutes les propriétés, comme par exemple le scellant, des fenêtres. Il y a tellement de choses, là, mais le scellant des fenêtres, ça c'est sûr. Souvent le dégagement, il y a tout le temps des petits trucs, les larmiers, etc. Il y a tout le temps plein de petits trucs qu'il faut être capable de prendre en compte parce que quand on reçoit un rapport, j'ai récemment fait inspecter une maison, super belle maison, construction 2008-2009, rien de majeur. Le rapport a 140 pages. 140 pages de détails, de choses à prévoir, à corriger. Ça fait beaucoup de choses à considérer. Fait d'avoir un courtier de confiance, puis le courtier aussi va pouvoir être avec vous à l'inspection, évidemment. S'il n'est pas là à l'inspection, je vous dirais de vous poser des questions quant à l'éthique de travail de votre courtier, parce que à la limite, ça arrive des empêchements, mais moi, je m'arrangerais tout le temps pour avoir quelqu'un pour me remplacer si je ne pouvais pas être présent à l'inspection, parce que c'est vraiment important que vous ayez quelqu'un pour vous représenter, parce que l'inspection, c'est un des moments les plus cruciaux dans une transaction. C'est là où est-ce qu'il y a le plus de chances d'accrocher, puis qu'une transaction plante, parce que parfois, il y a des petits trucs. Tu sais, le vendeur va tout le temps dire « Ah ben là, c'est pas tant grave », puis l'acheteur va vouloir dire « Ben moi, je veux que ça soit échangé, fait que si c'est pas grave, change-les. Ah mais là, c'est pas grave, je vais pas changer », puis là, le monde, il se boude, puis ça fait planter des transactions pour rien. Puis des fois, c'est des choses qui sont moins graves que ce que l'inspecteur le présente, puis ça fait tomber. Anyway, l'important, c'est de t'accompagner à chaque étape. C'est ça que je veux dire. Finalement, la dernière erreur à éviter, je vous dirais, c'est d'être impatient ou ne pas être prêt à agir. Fait que des fois, les gens, ça fait longtemps qu'ils magasinent ou sont juste excités, sont dans un nouveau couple,
Puis là, ils veulent se marier, ils veulent acheter une propriété. J'ai vu ça, j'ai inspecté une maison une fois, puis le couple de femmes en question, ils s'étaient rencontrés 2 mois auparavant, ils avaient laissé leur chum, ils s'étaient demandé en mariage, ils avaient acheté, puis quand je les ai appelés 1 an plus tard, ils s'étaient séparés, puis ils avaient vendu. Fait que, je vous dirais, les conséquences sont vraiment importantes d'un achat immobilier parce que les coûts de transaction sont vraiment élevés. Puis si vous achetez une propriété dans le but d'y rester seulement 2 ans, 3 ans, c'est vraiment à considérer si c'est une bonne idée ou pas. C'est sûr que des fois, il y a des choses qui arrivent puis on n'a pas le choix de vendre. Ou peut-être que c'est un projet de rénovation, un projet d'investissement que vous avez l'intention d'investir pour revendre à profit. Ça, c'est une chose. Généralement, si vous devenez acquéreur d'une propriété, c'est recommandé de rester propriétaire un minimum de 5 ans, voire 10 ans, pour rentabiliser le coût de transaction, parce que c'est 2 fois un coût de transaction. Il y a le coût quand vous achetez, mais il va y avoir le coût aussi de revente éventuelle. Donc, si vous voulez construire de l'équité aussi, au début, quand vous êtes propriétaire, vous payez principalement de l'intérêt. Donc, vous faites pas réellement... Vous accumulez pas vraiment de l'équité. L'équité, c'est la portion de capital de votre maison. C'est la portion de la maison qui vous appartient. Fait que si vous avez une hypothèque de 300 000 sur une maison de 400 000, vous avez une équité de 100 000. Vous avez l'équivalent de 100 000 $ d'économie. Mais c'est dans ce morceau-là, quand vous allez vendre, c'est dans ce morceau-là que les coûts de transaction vont manger. Donc, si vous achetez une maison de 400 000, puis vous avez 380 000 d'hypothèque, puis ça vous coûte 15 000, 15 000 de transactions, même plus, ben ça ne sera pas rentable là, avec un an après là, de vente. Fait que c'est important d'être patient, puis d'éviter toutes les erreurs que j'ai parlé avant. Comme ça, si vous avez des critères clairs, vous avez un budget clair, ben il vous reste juste à être patient parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour trouver la bonne propriété pour vous, la propriété que vous méritez. L'autre chose par contre, c'est qu'il faut être prêt aussi à agir. Si vous faites juste regarder pour regarder, peut-être que vous êtes en train d'éviter d'autres choses dans votre vie. C'est sûr qu'il y a quelque chose quand même d'intéressant de regarder des propriétés, puis il n'y a rien de mal là-dedans, mais quand vous visitez, quand vous faites des visites, c'est important d'être prêt à passer à l'action le jour venu. Donc voilà, c'était tous mes conseils pour aujourd'hui, des 5 erreurs à éviter en tant que premier acheteur. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous avez un projet immobilier que vous aimeriez parler, vous aimeriez explorer, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Toutes mes informations sont dans la description en bas. Laissez-moi un commentaire, vous faites subscribe, likez évidemment, ça aide ma chaîne, ça l'aide à voir qu'il y a des gens qui écoutent mes vidéos et que ça l'intéresse. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et au plaisir de vous rencontrer. Bonne journée.